Cher professeur, je rêve que des tortues me grattent le dos avec une patate. Mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de faire des rêves? Chère Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément dire rêver. On ne rêve que pendant des phases très particulières du sommeil, et notamment pendant la phase appelée sommeil paradoxal. Super. Car pendant que vous dormez, le cerveau ne se repose pas du tout, lui. Au contraire, il est très actif. Kim Jong-il. Alors, on fait de la maçonnerie? Oui, je construis un mur pour protéger mon pays. Mais si vous voulez y aller, faut passer par la boîte aux lettres. Hein? Mais comment? Comme ça. Hop. C'était quoi ce rêve débile? Et pourquoi je pense à des trucs pareils, moi? Ben, on sait pas trop. Freud a émis l'hypothèse que les rêves accomplissent des désirs. Quand ces derniers sont inavouables, ils prennent des formes symboliques. Dans les rêves, tout ce qui est long est phallique, comme le couteau. Et tous les contenants sont des foufounes. Fastoche. La deuxième hypothèse est plus scientifique. Le cerveau active anarchiquement des aires cérébrales pendant le sommeil paradoxal. Bleu, slip, 2, truelle, Kim, couteau. Et au réveil, parce que la conscience déteste le non-sens, le cerveau crée un scénario avec toutes ces données. Un peu comme dans le jeu des chiffres et des lettres. Alors, cerveau? J'ai un rêve avec Kim Jong-il en slip et avec un couteau. La troisième hypothèse est que pendant le sommeil, le cerveau fait juste du rangement dans sa mémoire. C'est pour ça que dans les rêves, on retrouve souvent des éléments vécus la veille. Par exemple, Kim Jong-il vient probablement du fait que vous l'avez vu le jour même dans un magazine. Oh, fort! La maçonnerie est sûrement une référence à Tetris. L'image d'être coupé en deux vient peut-être du fait que la veille, vous avez découpé un oignon. Enfin, la quatrième hypothèse a été émise par Michel Jouvet, le découvreur du sommeil paradoxal. Selon lui, le rêve permet une reprogrammation génétique. En gros, le rêve permettrait au dormeur, malgré toutes les sollicitations extérieures subies dans la journée, de restaurer et de maintenir son individualité. Rien que ça. Ah! Faut pas me réveiller pendant que je reboot, hein? Plutôt que de gonfler sur mon laurier, tapez du mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je m'appelle Sandy. Je ne dors plus depuis que j'ai lu sur Internet qu'on avale des araignées en dormant. C'est vrai, ça? C'est un fait. Quand nous dormons, il nous arrive de faire des rêves complètement fous. Une terrible légende prétend qu'on avale aussi des araignées sans le savoir. Certains estiment qu'on avale près de 4 araignées par an et d'autres 500 grammes dans sa vie. Ça représente quand même 20 000 bestioles. Tout ça, ce sont des légendes urbaines. Ah oui, si une araignée nous marche sur le visage, on se réveille. Soit par un réveil spontané. T'as rien vu? Soit réveillé par un tiers. Ah, mais qui est con ce chat! Ou alors l'araignée descend directement dans la bouche grâce à son fil. Mais ce serait étonnant qu'elle arrive à passer près de la langue et de la luette sans les toucher. Et de toute façon, pourquoi une araignée irait-elle s'aventurer dans notre bouche? Bah oui, pourquoi? Certains disent que les araignées viennent au coin des paupières pour boire les larmes. À boire! Vite! Mais c'est des chips! Oubliez toutes ces folles rumeurs. Une araignée est bien équipée pour vous éviter. Pour ça, elle a des poils sensitifs un peu partout et un organe lyriforme encore plus sensible. Là! En forme de lyre! Transposons sur Spider-Man pour mieux comprendre. Ces organes réagissent à la moindre vibration jusqu'à 1 kilomètre de distance. Merci, mon petit Speedy! En plus de ça, les araignées captent les odeurs avec leurs pattes. Vous croyez donc vraiment qu'elle va s'approcher d'une bouche béante qui sent le fennec? Le problème, c'est que 9% de la population est super arachnophobe. Lâche cette pauvre femme! N'aie plus peur, Mary Jane. Sale bestiole! Pour les arachnophobes sévères, des psys ont mis au point une thérapie appelée STA.
On projette aux phobiques une série d'images qui font penser à des araignées. Ah! Au secours! C'est ça, marrez-vous, mais cette thérapie marche à 92%. Et puis, Sandy, entre nous, gober une araignée, c'est pas si grave. Alors, au lieu de faire des bains de bouche à l'insecticide avant de dormir, Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je dois prendre l'avion et j'ai très peur. Puis-je vraiment faire confiance au pilote? Vais-je mourir? Mon cher Jean-Denis, évidemment, oui, vous allez mourir, mais pas forcément en avion, allons. Vous êtes ce qu'on appelle un aérophobe. Oh, vous n'êtes pas un cas à part. Une personne sur 3 est anxieuse en avion. Et je peux vous dire que voyager en leur compagnie n'est pas ce qu'il y a de plus peinard. Tout ça parce qu'on va voler enfermé dans un gros tube à 800 km/h, à 10 000 mètres du sol, alors que dehors, il ne fera que moins 58 degrés. Mais au lieu de s'extasier sur ce miracle technologique, l'aérophobe, comme mon assistant, ne pense qu'à l'accident. Et il imagine les pires scénarios. Un Nathanaël, pas vrai que j'ai raison? alors, je veux pas me faire bouffer par le Kraken. Je vous rejoins à New York en aviron. Il est temps de rassurer le phobique qui pense que le pilote n'a que son permis B. Or, c'est oublier qu'un avion coûte dans les 36 millions d'euros. Alors non seulement l'appareil est testé avec des canons à poulet pour parer aux collisions avec les oiseaux, mais surtout, les pilotes sont entraînés à fond et testés 4 fois par an dans un simulateur de vol. Recalé. Aucun risque donc que les avions soient conduits par des bleus de ce genre. Il y a toujours 2 pilotes aux commandes d'un avion. Ils mangent 2 plats différents, préparés à 2 endroits différents à l'aéroport. Comme ça, ils ne risquent pas de tomber malades en même temps. Bon, tu me remplaces parce que moi j'ai eu des haricots ce midi. Bien, mon commandant. Sachez aussi que ce n'est pas pendant le vol que l'avion risque le plus de se crasher. Dans 70% des cas, c'est au décollage. Attention, le lapin Ou à l'atterrissage. Chef, encore un lapin, on l'écrase. Ok. Je le savais, on va tous mourir. Maintenant, si tout ça ne vous a pas rassuré, rappelez-vous que l'avion est 17 fois plus sûr que la voiture. Et de toute façon, bien plus rapide que l'aviron. J'arrive, professeur. Plutôt que d'aller aux aérophobes anonymes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je m'appelle Pierre et je suis inquiet car ma copine menace de me quitter pour épouser son poney. Que faire? Vous les garçons, vous ne comprenez rien aux filles. Allez, une, Nathanaël. Oui. Pas étonnant qu'elle se réfugie auprès des chevaux. Ils ont beaucoup de points communs. D'abord, dans la nature, tous les deux sont des proies. Tous les deux ont des problèmes de cheveux, Sois fort, bisous. des soucis concernant leurs pieds. Et plein d'autres trucs que les garçons peuvent pas comprendre. Allez, madame, on se détend. Pierre, pour reconquérir ta copine, il existe une solution. Lui faire croire que tu t'y connais aussi à fond en poney. Si on retire le superflu que constitue le cheval, il ne reste pas grand-chose. Une mâchoire, un ventre, du crottin. Attention, Pierre, là, tu vas scotcher ta copine. Le cheval possède le muscle le plus puissant du règne animal, le sphincter œsophagien. Ce muscle s'ouvre et se referme à l'entrée de l'estomac pour laisser passer la nourriture. Le problème de ce super sphincter, c'est qu'il refuse de laisser ressortir la nourriture. Le cheval ne vomit donc jamais. Allez, quoi, mec, je vais exploser. S'il tombe malade du bide, c'est la colique assurée. Sans soin, il peut en mourir, car l'estomac cédera. Et hop,
Une légende raconte que si un cheval tombe dans une eau profonde, il peut se remplir par l'anus, couler et mourir noyé. Vous imaginez le truc avec Clint Eastwood? En avant, Skippy. Non, un petit cowboy. Quelle camelote, ce Skippy. Allô, Europe Assistance? Si avec tous ces arguments, ta copine n'abandonne pas ses fantasmes zoophiles, il ne lui reste plus qu'à faire comme George Willard, un Américain du Missouri, Hé, regarde-moi. qui a carrément craqué pour le poney de sa fille. Waouh! Il en est devenu complètement fou. George a fini par divorcer et épouser tout à fait légalement son poney Pixel. Oh, vive la mariée! Hey, ça va, chérie? Oh, arrête, Georgie. Fais-moi un bisou. Pas ce soir, Georgie. J'ai mal au ventre. Oh non, je veux pas voir ça. Plutôt que de tomber dans l'amour bestial, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je voulais savoir si c'était possible de rétrécir les marmots. Parce que moi, parfois, je les rangerais bien dans une boîte d'allumettes. Chérie, j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston. Ça date quand même de 1989. Du temps du Minitel? Pour Nathanaël et tous ces prépubères qui n'ont pas vu ce super film, je résume. Le professeur Salinsky crée un rayon laser qui rétrécit par accident ses enfants. C'est ballot. Mais dans la réalité, est-ce possible de réduire la taille des gens? Dans le scénario du film, ils se contentent de retirer tout le vide qu'il y a dans les atomes. C'est des putains de génies, ces scénaristes. C'est vrai qu'un atome, c'est plein de vide. Si l'atome avait la taille d'une cathédrale, le noyau, lui, ne serait pas plus gros qu'une mouche. C'est vous dire s'il y en a du vide. Prenons Nathanaël et essayons de le rétrécir en lui enlevant tout son vide. Ça va faire mal? Il y a des chances. Mais... on devrait plutôt obtenir de la pâtée de Nathanaël. Mais bon, admettons que ça marche. Après avoir retiré le vide de ses atomes, Nathanaël ne mesure plus que 6 mm. Mais il pèse toujours 75 kilos. Trop lourd pour ses petites jambes. Chérie, j'ai retrouvé les gosses, hein? On dirait des limaces. Imaginons qu'on dépasse ce genre de contraintes et qu'on parte à l'aventure dans un jardin comme les enfants dans le film. Professeur, j'ai froid. L'autre gros souci quand on est tout petit, c'est qu'on se refroidit très vite et on risque de mourir d'hypothermie en moins de 24 heures. Autre chose à éviter, la flotte. À cette échelle, quiconque touche une goutte d'eau, il reste collé à vie. Mort, étouffé. Oh, le bleu! Un autre truc qui est impossible dans le film, c'est que les héros arrivent à dompter une fourmi. Mais la réalité est tout autre. Sa première réaction sera de vous jeter de l'acide formique dans la tête. Ah, ça brûle. Ou pire, Ça craint, professeur. un dernier truc me turlupine. Comment redonner sa taille normale à Nathanaël sans agrandir les acariens qu'il y a autour de lui? Bonjour, moi c'est Michel, puis là c'est Christine et Jean-Fab. Salut. Si vous voulez voir de plus près des acariens ou calculer la pression que supporteraient vos pieds si on vous réduisait, Tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Mais ça, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.